Ça y est, Dora, on est en direct. Trop bien, trop bien, parfait. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si déjà il y a des spectateurs qui sont là. On va attendre quelques secondes pour donner cette possibilité quand il est midi à tout le monde de se connecter. Voilà. Regardez si vous pouvez mettre les commentaires pour dire que si vous êtes Si bien vous là. êtes là, faites un signe si vous êtes là pour qu'on voit si ça marche. Voilà, exactement. C'est notre premier live, donc effectivement, on n'était pas sûr comment ça marcherait au point de vue technique, mais super, ça marche. Ça marche? Il y a quelqu'un? Ouais, Ah oui, il y a quelqu'un, c'est bon, donc ça veut dire… un premier commentaire, donc c'est chouette. Ok, super. Bon, ben… Très bien, j'essaie de juste… Voyons un peu. Notre commentaire qui va apparaître. Comme ça, je sais que parfois, il y a des personnes qui sont en retard. De toute manière, il y aura un replay. Impatient de vous entendre. Super. Trop bien. Il y aura un replay. Donc, effectivement, pour ceux qui sont en retard ou ceux qui ne pourront pas participer aujourd'hui, il y aura la possibilité de regarder notre live par la suite. Voilà. Je regarde quand même sur YouTube si tout se passe normal. Bon, ça a l'air bien. Je fais quand même un petit check. Ok, ça a l'air bien. Bon, ça a l'air de marcher, Dora. Trop bien, parfait. Alors, on y va. Alors attends, ok, c'est bon, j'y suis. Ok, super. Génial. Alors, on commence avec la petite météo. On s'est dit qu'on va faire, on a l'habitude de faire, est-ce qu'on gardait cette habitude et effectivement qui participe aussi au sujet dont on va parler. Donc, comment ça va, Xenia? Eh bien, écoute, je suis un peu agitée, un peu excitée à l'idée de partager ce live et en même temps très enthousiaste, voilà, de partager ce moment avec toi. Donc, je vais bien. Je suis très contente et en forme. Trop bien. Bah, écoute, moi aussi, bien contente et en même temps, c'est vrai que comme c'est la première fois, voilà, je sens excitation et un peu de stress en même temps. Donc voilà, donc je pense que c'est chouette, voilà, c'est chouette de vivre cette expérience et effectivement, impatiente aussi de voir ce que ça va donner. Et c'est une nouvelle aventure. Chouette. Alors, déjà, peut-être un petit cadre pour dire pourquoi on l'a appelé ça café collaboratif avec Senia, parce qu'on s'est dit, en fait, effectivement, on voulait quelque chose d'assez informel où on peut discuter sur un sujet qui est en lien avec la collaboration, donc soit avec vivre ensemble ou travailler ensemble. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse évoquer des différents sujets. Et aujourd'hui, les premiers sujets sera autour du conflit. Et effectivement, Xenia va nous inviter à changer notre regard sur les conflits. Voilà. Alors, pour les cadres aujourd'hui aussi, moi, je serai plutôt en posture d'intervieweur. Donc, c'est lui qui va poser la question à Xenia et c'est Xenia qui va répondre. Voilà, qui va nous éclairer plus sur ces sujets-là. Vous allez comprendre pourquoi aussi. Et peut-être on va commencer. Alors, l'idée, c'est qu'on puisse discuter pendant une trentaine de minutes et après une quinzaine de minutes, on va les laisser pour des questions. S'il y aura des questions que vous voudriez poser, vous pouvez utiliser pour cela un chat. Donc, soit vous les posez maintenant, soit je vous invite effectivement aussi à patienter et les poser par la suite dans ces 15 minutes qui nous resteront. Voilà. Super, ça marche. Trop bien. Xenia, est-ce que tu veux… On se présente peut-être rapidement? Ok, ça va. J'y vais alors. Alors moi,
Donc Xenia, je suis d'origine grecque, d'où le nom un peu compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire de moi? Alors, j'ai été consultante pendant une vingtaine d'années dans la conduite du changement. J'accompagnais les entreprises pour déployer les gros projets de changement. Donc, je concevais des supports pédagogiques pour donner du sens, pour faire en sorte que les collaborateurs adhèrent. Déjà, et du sens au changement et puissent apporter leur pierre à l'édifice. Ensuite, il y a 7 ans, d'ailleurs avec Dorota aussi également, je suis partie, j'ai quitté Paris pour aller vivre une aventure assez incroyable. On a dans le sud de la France, j'ai co-construit et vécu dans un éco-village qui était à la fois un lieu de vie et de travail. Et alors, c'était une expérience très riche qui m'a conduit en fait au métier que j'exerce aujourd'hui, qui est la prévention et la gestion des conflits. Pourquoi? Parce que cet endroit, parce que en tout cas pour ma part, pendant 6 ans, j'ai vécu donc dans cet éco-village et j'ai pu expérimenter énormément d'outils pour le vivre ensemble et le travailler ensemble. Et parce que quand on vit dans un éco-village, on est entre guillemets un peu obligé à vraiment marcher dans le conflit parce que on peut pas le fuir. On n'a pas notre vie n'est pas compartimentée entre le travail, les voisins, les amis, les activités. Tout est un peu mélangé et du coup forcément quand il y a quelque chose qui émerge, il y a besoin d'en prendre soin. Donc on a vraiment été et ils sont d'ailleurs encore parce que l'éco-village existe toujours un terrain d'expérimentation formidable pour les relations humaines, quoi. Voilà. Merci Xenia. Et toi, Dora? Quelques mots sur moi. Donc moi, effectivement, pendant des années, j'ai travaillé. Donc, je suis polonaise. Ça aussi, vous avez probablement deviné pour que, voilà, c'est un nom qui n'est pas français. Alors, je suis polonaise. Ça fait 23 ans. Je pense que je suis en France maintenant. Et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le marketing et notamment l'innovation aussi, une innovation participative. Je suis partie aussi vivre cette aventure avec Xenia dans un éco-village, voilà, où on a expérimenté les conflits, la collaboration dans tous les sens. Voilà, c'était une expérience magnifique, vraiment très enrichissante. Et depuis plusieurs années maintenant, je me suis focalisée sur tous les aspects des collaborations. Donc moi, voilà, j'ai des entreprises, des associations, mais aussi des collectifs pour pouvoir instaurer leur culture des collaborations et les aider à mieux travailler ensemble. Voilà. Ok, trop bien. Alors, c'est bon, on est prêt de rentrer dans les sujets. Donc, alors, la première question que je vais poser à Xenia, c'est Xenia, pourquoi, voilà, c'est quoi ton regard sur les conflits? En quoi il est différent de ce qu'on peut nous croire, voilà, ou voir. Et en quoi, oui, en quoi il est différent et en quoi, voilà, on peut essayer de le changer parce que souvent on voit le conflit comme un peu une plaie. Oh là là, c'est lourd, c'est fatigant, on n'a pas envie, voilà, on traîne un peu des pieds pour s'en occuper. En fait, changer de regard sur le conflit, pour moi, le conflit, c'est comme un voyant. C'est comme un voyant qui s'allume et qui indique qu'on a besoin de prendre soin de quelque chose. En fait, le conflit, c'est une invitation à prendre une pause, à s'arrêter, parce qu'enfin bon, en général, on est dans notre quotidien, on est dans le guidon, enfin, on n'a pas le temps. Et en fait, le conflit, il invite à faire une pause, prendre du recul, s'écouter, écouter l'autre, observer, analyser, remettre en question peut-être, et surtout dialoguer. En fait, le conflit, si on change de regard, c'est un révélateur. Il révèle quelque chose qui ne va pas. Alors, il n'est pas tout de suite immédiatement lisible, on ne sait pas. Donc, en fait, ça s'exprime par le conflit, et en fait, il nous invite à aller regarder plus en profondeur. Et alors, si on prend le temps de le faire, on va se rendre compte que derrière un truc qui éclate entre deux personnes, en fait, il peut y avoir
si je suis en entreprise, un problème d'organisation, un problème de peut-être clarté des règles, peut-être un problème de clarté des rôles, peut-être un problème de communication, ou peut-être même un problème de stratégie, avec des stratégies qui sont, enfin, avec des objectifs qui sont contradictoires entre deux personnes dans la même entreprise. Et puis, quand on est peut-être dans la sphère familiale ou amicale, en fait, le conflit est un révélateur, peut-être qu'on a besoin de prendre soin de la relation. Il y a quelque chose qui éclate et en fait, à un endroit, on a besoin de prendre du temps pour se parler, se rencontrer, se connaître un peu davantage parce que il y a des endroits où c'est pas fluide entre nous. Donc voilà, de le voir comme une opportunité d'aller améliorer quelque chose, c'est plus positif, on va dire, plutôt que de se dire oh, encore. Non, le conflit est une opportunité si on sait la saisir, en fait, si on sait en prendre soin. Ok, donc en fait l'idée c'est de vraiment voir qu'est-ce qui est derrière le conflit parce qu'effectivement il y a probablement, il y a sûrement quelque chose. Hein, c'est un signal, un voyant, un révélateur, c'est ça. Ok, super. Et alors par contre il y a des conflits qui sont parfois, quand on dit, sous les tapis. Hein. Donc, ceux qui ne sont pas exprimés, hein, parce qu'il y a quand même une certaine audace, il faudra certaine audace, un certain courage parfois de vouloir sortir un conflit et le mettre en lumière. Alors, oui, ça demande de l'effort, en fait, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande aussi de changer de regard, justement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'aborder le conflit? Ça nous met peut-être mal à l'aise, il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire. D'ailleurs, le conflit apparaît souvent parce qu'il y a eu peut-être des non-dits, des incompréhensions, des suppositions. Et tant que, en fait, on provoque pas cet échange pour y voir plus clair. Et pourquoi on le met sous le tapis? Parce que c'est plus facile. On croit que ça va pouvoir disparaître. Et pourtant, plus on le met sous le tapis et plus le tapis, la bosse sous le tapis grandit, plus on va se prendre les pieds dans le tapis. Donc, oui, c'est un peu la solution de facilité qui, en réalité, après, a des conséquences plus lourdes, en fait. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un peu le piège dans lequel on tombe quand on veut, on veut gérer ces conflits quand même? Les pièges, il y en a. En fait, il y en a beaucoup. En réalité, il faudrait des heures et des heures pour trouver. Mais en gros, déjà, les pièges les plus communs, c'est tout renvoyer la faute à l'autre. C'est pas de ma faute, voilà. Ah non, mais il est insupportable, j'en peux plus. Enfin, vraiment, c'est toujours la même chose. C'est un peu facile de renvoyer, de tout renvoyer à l'autre et de pas regarder notre part de responsabilité. Il y a toujours une petite part qu'on peut prendre à un endroit. Peut-être qu'on n'a pas explicité nos besoins, nos limites. On n'a pas pris soin, enfin, de peut-être être plus dans la compréhension de l'autre. Les autres pièges que je vois souvent apparaître, c'est par exemple vouloir convaincre plutôt que de comprendre. Être dans ouais, non, mais j'ai raison et lui il a tort. Donc, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai raison. L'autre piège vraiment souvent fréquent, c'est de parler en colère plutôt que parler de sa colère. En fait, de donner de la visibilité sur pourquoi ça m'active, pourquoi ça me met dans cet état-là. Et puis supposer aussi, je vois souvent aussi, c'est supposer que l'autre nous a blessés, parce que souvent dans un conflit, on est blessé, il y a quelque chose qui nous a touchés, ou en tout cas, et on pense que l'autre l'a fait intentionnellement. Supposer que l'autre avait une intention vraiment de nous nuire, ça c'est un des pièges vraiment fréquents. Et quand on considère que peut-être qu'il a, voilà, on lui laisse le bénéfice du doute, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, peut-être qu'il avait une autre réalité derrière la situation qu'on a vécue, on peut être surpris. Et dernière chose, je dirais, de pas considérer, voilà, un des pièges, c'est de pas prendre conscience le bouton auquel le conflit appuie, parce qu'en fait, on a tous des sensibilités différentes
Et ce qui se joue dans un conflit entre deux personnes, c'est souvent, voilà, ça vient toucher un endroit qui est sensible pour moi, qui est déjà douloureux, et l'autre vient simplement le réactiver. C'est pas forcément que de sa faute, c'est que je suis particulièrement sensible à ça. Par exemple, si moi j'ai un manque de confiance ou j'ai besoin de considération et que l'autre personne voilà ne me dit pas bonjour par exemple un jour parce qu'il est complètement ailleurs, ben moi je le prends pour moi. Ça m'appartient aussi en fait. C'est pas que le comportement de l'autre. Donc il y a vraiment besoin, bien sûr, de oser dire les choses et aussi se remettre aussi un peu de regarder pourquoi ça me fait mal, pourquoi ça me touche à cet endroit-là, quoi. Et après, voilà, être en capacité de dialoguer, oui, ça c'est. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à cette gestion, voilà, gestion de conflit, comment on doit l'aborder? D'ailleurs, tu dis souvent, enfin, on marche dans les conflits, oui. On n'affronte pas, voilà, c'est pas un conflit qu'on affronte, on marche ensemble dans les conflits. C'est pas comme métaphore parce qu'effectivement, ça engage l'autre aussi. Enfin, moi, ça m'engage aussi, autant que l'autre personne, de le faire ensemble. C'est ça, on va se prendre par la main et on va se dire allez, on y va, on va en parler, on voit qu'il y a un souci, qu'entre nous c'est pas fluide, on va prendre le temps pour. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a deux niveaux de choses à mettre en place. Il y a une chose déjà à son niveau qui est de dire bon bah on va le faire à froid. Si jamais tu vois toi et moi on se dispute, bah moi je suis plutôt méditerranéenne donc des fois ça m'arrive de m'énerver, je vais prendre du recul et je vais attendre que l'émotion redescende, en fait, déjà à froid. Voilà, on ne gère pas un conflit à chaud. Par contre, si on est très énervé, on peut aller voir une personne à qui on va pouvoir déposer nos sacs pour dire je suis trop énervé, quelqu'un de neutre à qui on va pouvoir juste se défouler. Donc ça c'est ok, mais par contre surtout pas la personne qui est concernée parce qu'on a besoin d'abord de faire redescendre l'émotion en fait. Tant qu'on est dans l'émotion, on peut pas être constructif. Donc là, la première chose, je dirais qu'il y a cinq points. Premièrement, je dirais vraiment de le faire à froid. Deuxièmement, pas n'importe où, en fait, ou n'importe comment, c'est-à-dire entre deux couloirs. D'ailleurs, Dora, on l'a vécu dans l'éco-village. En fait, au début, on n'avait pas d'espace pour traiter les conflits et du coup, forcément, ils apparaissaient dans des endroits qui n'étaient pas opportuns. Par exemple, en réunion, si on n'a pas d'espace pour gérer nos conflits, forcément, ils vont apparaître là où ils peuvent apparaître. Oui. Et donc, ou alors dans les couloirs, entre deux portes. Tiens, j'ai un truc à te dire. Et en fait, c'est un gros truc. Ce truc que je viens de te dire, c'est une bombe. Donc, et en fait, ou alors à table, alors qu'on est en train de vivre un moment tranquille. Eh bien, en fait, voilà, c'est important de s'accorder sur le fait que il y a des espaces pour ça. On se prend rendez-vous. Tiens, demain, si tu as du temps, on prend 3 quarts d'heure et on n'a pas, par exemple, pas à chaud. Troisièmement, le comment, c'est de mettre des mots sur ce qu'on vit. Parce qu'on a tendance à croire que ce qui se passe dans notre tête, c'est lisible et clair pour tout le monde, alors qu'en fait, pas du tout. Chacun vit une réalité différente. Et si à un moment donné, il y a un conflit, c'est qu'on a besoin de décrire ce qu'on vit et nos besoins, pourquoi ça nous a mis en tension. Et quatrièmement, besoin d'écouter l'autre, ce qu'il vit et quels sont ses besoins, parce qu'en fait, c'est souvent on est forcément dans des perceptions différentes. On a des réalités différentes, on a des collines différentes, comme on parle en CNV, et il y a besoin d'être dans le dialogue pour se comprendre. Mais des fois, c'est très difficile de mettre des mots sur ce qu'on vit. Donc, ça va se manifester par de la colère, des mots qui sont déplacés, mais qui n'ont rien à voir. Et en réalité, le besoin profond, il n'est pas évident. Et mettre des mots sur ce qu'on vit n'est pas toujours facile. C'est vraiment un exercice qu'on apprend à faire par la pratique. Et enfin, je dirais, pour 5e point, qui n'est pas le moindre, une fois qu'on a fait ça, qu'on a pu s'exprimer, pu écouter l'autre, tout ça, prendre sa part de responsabilité. C'est hyper important. En fait, on ne peut pas considérer que c'est que la faute de l'autre. Il y a toujours un endroit où on peut prendre un petit bout de la responsabilité. Après, bien, il y a une autre chose, c'est au niveau du groupe. Donc ça, c'est un engagement au niveau individuel, mais après, il y a au niveau du groupe,
c'est de se mettre d'accord. Si par exemple, d'ailleurs nous, c'est ce qu'on a expérimenté à l'éco-village et qui était génial et qui est encore génial, c'est que on s'est mis d'accord en fait que quand il y aurait un conflit, on le mettrait pas sous le tapis, qu'on irait ensemble, voilà, qu'on prendrait. Pardon? Un engagement, sorte d'engagement de vouloir. C'est ça, un engagement commun, tous ensemble, allez, on y va. Et comment est-ce qu'on va le faire? Où est-ce qu'on va le faire? D'ailleurs, on avait une petite salle qui était dédiée à ça, qui était tranquille, où on n'était pas dérangé. Et on prenait rendez-vous dans cet endroit-là. Parfois, on avait quelqu'un qui était neutre et qui venait faciliter l'échange. Et des fois, on le faisait entre nous. Il y avait des outils, on avait le clearing, c'est un outil voilà, où on se prend rendez-vous, on est dans le dialogue, chacun s'écoute et reformule ce qu'il entend de l'autre. Et ça, c'est un engagement collectif. Et même au niveau de la famille, on peut le mettre en place, au niveau d'une entreprise, au niveau d'une association, entre amis, de s'accorder que, attends, quand il y a un truc, une tension entre nous, c'est OK qu'on se le dise, on laisse pas sous le tapis parce qu'on n'a pas, en fait, on a envie d'investir sur une relation de qualité. Et c'est ce que moi, personnellement, j'ai énormément apprécié dans l'éco-village, c'est que on a vécu vraiment une authenticité très profonde, même entre personnes qui parfois s'entendaient pas très bien. On n'est pas tous amis, hein. Il faut pas croire que dans les écolages tout le monde est ami, mais par contre, on avait des relations d'authenticité d'une profondeur très très forte, quoi, très unique selon moi. Et du coup, ça crée une richesse, ça permet à chacun d'être vraiment qui il est. On osait se dire des choses qui n'étaient pas forcément faciles au début, mais en même temps, c'était nécessaire. Et en même temps, chacun, accepte que c'est bien la colline de l'autre. En fait, il y a vraiment aussi un positionnement à avoir, une posture à dire, OK, c'est pas ma réalité, mais j'accueille que ce que l'autre vit, waouh, ça me fait mal, ça me touche, c'est pas beau, j'aimerais ne pas, j'aimerais pas j'aime pas quand on me dit ça, et en même temps, c'est ce que l'autre vit. Donc ça lui appartient. Donc c'est très très fort, et c'est ce que j'essaye de promouvoir en fait quand je facilite un cercle restauratif ou une médiation, c'est vraiment de se mettre en posture d'écouter l'autre dans ce qu'il vit, même si c'est pas beau, même si c'est moche, même si ça me déplaît, et même si je suis pas d'accord, ça reste sa réalité en fait. C'est ça. En fait, écouter l'autre, de l'entendre, même si on n'est pas d'accord, entre guillemets, avec lui. Si on n'est pas d'accord, surtout si on n'est pas d'accord. Surtout qu'on n'est pas d'accord, effectivement, savoir l'entendre, ce qu'il dit. Hein, c'est incroyable. Ouais. De l'accueillir, en fait, on voit que pourquoi j'ai tant de mal à accueillir la réalité de l'autre. En fait, ça lui appartient. C'est pas la réalité absolue. C'est pas. Il y a plein de manières de voir les choses, et en même temps, voilà, c'est la sienne. Donc, si je l'accueille pas, on aura du mal à avancer ensemble. Mais tant qu'il n'y a pas cette étape vraiment de reconnaître l'autre, le considérer dans ce qu'il vit, on aura du mal à avancer et trouver des solutions pour interagir de manière respectueuse. Ok. C'est vrai que tu parles beaucoup de la prévention, hein, parce que là, on était sur une partie gestion du conflit. Effectivement, quand ça émerge, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais cette partie de prévention, elle est quand même super importante. C'est ce qu'on a vécu notamment avec les clearings, mais pas que. Et du coup, est-ce que tu as des préconisations par rapport à notamment des entreprises, mais je dis des entreprises, mais aussi des familles, parce que c'est des mini-entreprises, pour moi, c'est toujours les structures. Alors, comment on peut instaurer ces espaces de prévention? Mais c'est s'accorder déjà rien que de prendre l'engagement dont on parlait tout à l'heure, de dire, OK, quand on va avoir un conflit, on va se parler, et on va se parler d'une certaine manière. On va s'écouter d'une certaine manière. Ça, en fait, ça paraît tout bête, et en même temps, c'est fondamental. En gros, voilà, si j'ai un conflit avec toi, j'ai dit, Dora, voilà, quand on a fait le live, tu vois, non, mais voilà, tu as une question, bon, c'était pas préparé, ça m'a mis mal à l'aise, j'en sais rien, je vais t'expliquer, voilà ce que j'ai vécu, et du coup, tu vas reformuler, et moi, je vais entendre, je vais éventuellement préciser ma pensée, des fois, je vais dire, non, mais je me suis sentie trahie, ou je vais vraiment expliquer le bout de ce que j'ai vécu. Et ensuite, toi, tu pourras exprimer ce que tu as vécu. Et moi, je reformulerai ta version. Et du coup, on va avancer comme ça, pas à pas.
Donc, de fait de se poser, de pouvoir s'autoriser à dire ce que chacun a vécu déjà, c'est très fort. Accueillir l'autre. Et ensuite, peut-être que si on sent qu'on n'est pas capable de le faire seul, on va demander de l'aide à quelqu'un de neutre. Alors, ça peut être quelqu'un de notre entourage qui est suffisamment neutre, ou alors ça peut être un professionnel qui va faciliter notre échange. Moi, ça m'arrivait à l'éco-village, il y avait une personne avec qui vraiment, à chaque fois qu'on avait un différend, ça partait en sucette. On était deux caractères très forts et on n'arrivait pas à se parler en fait. Et on parlait aussi, c'est comme si on parlait deux langues différentes. Là, tu vois, t'es polonaise, moi je suis grecque. Voilà, c'est comme si on se parlait dans nos langues maternelles respectives, on se comprenait pas. Et dans ce cas, c'était très très utile d'avoir quelqu'un de neutre qui nous aidait à des fois reformuler parce que on se comprenait pas. Et aussi pour apaiser, pour que la parole circule vraiment entre les deux, pour que chacun vraiment puisse se sentir entendu. Donc voilà, quelques pistes comme ça. Mais en réalité, on pourrait passer des heures. Carrément, à parler de ça, ouais. Et dans les entreprises, est-ce que c'est différent? Enfin, c'est d'espace de prévention. Qu'est-ce qu'il y a des différents, s'il y a des différences? Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Après, dans l'entreprise, ce qui est difficile, c'est avec la hiérarchie de s'autoriser à dire des choses. Et pour autant, quand on touche à l'organisation, à la clarté des rôles, à la clarté de la stratégie, tout ça, c'est hyper important de oser dire les choses. Et bien sûr, il y a une manière de dire les choses. Il ne s'agit pas de balancer ces 4 vérités à son manager, mais c'est OK. Comment j'exprime les choses pour qu'elles soient entendables et que ce soit de manière constructive. D'ailleurs, dans mes accompagnements, voilà, il y a une manière d'être à l'écoute, il y a une manière d'exprimer, de parler des sujets difficiles, délicats, mais c'est hyper important de pouvoir s'autoriser à dire, en fait, et d'être authentique également en entreprise. Ouais. Ouais. Super. Et alors, il y a certaines situations dans lesquelles on peut faire ça tout seul, mais en fait, dans certains contextes ou situations, on a besoin d'une aide extérieure, d'un médiateur. Est-ce que c'est à quel moment là où tu penses qu'il est important de prendre, enfin, d'avoir quelqu'un qui est vraiment neutre sur les sujets si on a un conflit quelque part qui est déjà chaud, je sais pas. Oui, c'est une bonne question parce que parfois on voit, enfin c'est quand on le sent, en fait c'est chacun qui doit se sonder et voir dans quel état émotionnel il est. Si je sens que en fait émotionnellement c'est lourd pour moi et que je suis en colère ou alors j'ai peur de ce que l'autre va me dire ou alors j'ai le sentiment qu'il va m'en mettre plein la vue et que moi j'aurais pas la possibilité d'en placer une, en fait ça peut être bien d'avoir quelqu'un de neutre qui par sa présence va vraiment permettre de réguler même le temps de parole, va pouvoir s'assurer que les deux personnes se sentent entendues. Donc il y a vraiment le côté émotionnellement, est-ce que je me sens en sécurité en fait pour avoir cette conversation difficile avec toi ou avec n'importe qui. Et 2, quand encore une fois on voit qu'avec la personne en fait c'est comme si on était sur 2 planètes différentes, qu'on se comprend pas, qu'il y a vraiment du mal. Voilà, j'ai beau parler en français, on parle la même langue, mais en fait, on se comprend pas. Donc, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à reformuler, qui va faire un peu la passerelle, quoi, qui va faire le trait d'union, on va dire. Okay. Et ça, enfin, on a toujours quelqu'un avec qui, enfin, voilà, ça passe pas. Il y a un truc, on comprend pas. On a beau faire tous les efforts, mettre toute la bonne volonté, mais en fait, ça pas. Voilà, on n'a pas la même. Voilà, ça passe pas. Il y a un truc. Donc voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un de neutre qui facilite. Ok. Et est-ce que pour toi, il y a un succès et un échec de médiation, des résolutions de conflits? Est-ce qu'on peut parler des échecs et quand on parle des succès? C'est une très bonne question parce que parfois les médiations sont très,
comment dire, c'est pas forcément, ça aboutit. D'abord, ça aboutit pas tout de suite. Ça met du temps. Il faut plusieurs rendez-vous pour que ça aboutisse à quelque chose de concret. Mais en fait, de mon point de vue, le plus grand échec, c'est de pas essayer. Donc, il y a pas de médiation. Enfin, même si un cercle restauratif ou une médiation, un temps d'échange est houleux à certains moments et que c'est compliqué, on a l'impression que les deux personnes ne s'écoutent pas ou s'entendent pas, c'est pas un échec, en fait. C'est une étape. Et c'est un chemin aussi. Et parfois même, il y a des choses qui sont dites à ce moment-là et qui sont digérées et intégrées que des semaines après, en fait. Ça se passe pas dans l'immédiat. Ouais. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'échec, quelle que soit l'issue de la médiation, même si c'est une séparation, surtout si c'est une séparation. L'échec, c'est quand il n'y a pas de dialogue. Et notamment, moi, j'accompagne parfois, il m'est arrivé, en tout cas, d'accompagner un couple divorcé qui se séparait, et malgré le fait que toute la partie judiciaire était, financière était, oui, d'ailleurs, de manière judiciaire actée et bouclée, ils se parlaient plus alors qu'ils ont des enfants. Et il m'est arrivé d'intervenir. Pour moi, c'est le plus gros des échecs. C'est fini, juridiquement c'est bon, c'est réglé, et pourtant on se parle plus. Et en fait, après une médiation que j'ai pu faciliter, en fait ils ont pu s'exprimer, ils ont pu déposer leur vécu, là où c'était difficile, et exprimer aussi leurs besoins. Et à l'issue de ça, malgré la séparation, et en fait pour organiser la séparation et pour se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement compte tenu de la séparation, ils sont entrés dans le dialogue. Donc là, c'était formidable, en fait. C'était un cadeau. Ça a été très. J'avais beaucoup de gratitude, en fait, de vivre, d'être témoin de ce moment-là, parce que pour le coup, ils ont dépassé l'échec du divorce par ils ont réussi à être dans le dialogue malgré la séparation. Donc c'est pas un échec. Parfois, on peut s'accorder sur le fait que il y a besoin de se séparer, mais l'idée, c'est de le faire bien. En fait, même se séparer, c'est important de le faire correctement, en fait. Et de se respecter. On peut se respecter. On peut se respecter même si on ne s'entend pas, si on n'a pas envie d'être copain ou ami. Il y a moyen de trouver un modus vivendi pour travailler ensemble, même si on n'a pas d'affinité. Donc, c'est possible. Ouais, même si on ne travaille pas de la même manière, même si, ouais, exactement. Tout à fait. Mais le tout, c'est de prendre le temps de dialoguer, de poser, d'expliquer quels sont nos besoins, quelles sont les limites, et régulièrement pouvoir en parler, se confronter si ça va pas. Et parce que évidemment, ça va pas se régler en une fois. Ça met du temps. Et il faut beaucoup de patience. On en a vécu d'ailleurs un des clearing boats. Toi et moi, non, c'est toujours très très bien entendu. Ça va. Mais effectivement, oui, on a un peu d'expérience par rapport à ça. C'est ça, ça met du temps. Et c'est formidable. Ouais, carrément. Et Xenia, est-ce que tu peux nous juste rapidement parler de tes services aussi, de ce que toi tu proposes, parce que je pense que c'est important avant qu'on passe aux questions. Parce que je sais que tu proposes plusieurs choses, donc c'est super intéressant. Donc moi, j'interviens auprès des particuliers et des entreprises, à la fois en prévention et en gestion du conflit quand il émerge, pour faire des médiations ou des cercles restauratifs. Moi, j'interviens surtout pour essayer d'instaurer des cultures du dialogue. Je forme le personnel à l'écoute, à l'amélioration vraiment de la qualité de la relation, oser avoir des conversations difficiles, gérer les conflits pour les managers parfois, faire des médiations, avoir les bons réflexes en fait pour mettre en place une communication à la fois authentique et responsable en fait, parce que il y a les deux volets. Et donc, je fais des diagnostics dans les entreprises, et puis je peux proposer des outils ou accompagner dans leur mise en place. Ok, super, trop bien. Ouais. Et ce que je voulais juste ajouter ça, parce qu'en fait, ça me surprend toujours que toi, tu parles du conflit, enfin, tu travailles quand même dans un domaine qui est en apparence, en fait, c'est quand même assez lourd, hein. Il y a des conflits, il y a des tensions, et en fait, tu es toujours avec un grand sourire, parce que je pense que ton regard sur les conflits, il est tellement optimiste, en fait,
que c'est ça qui est, voilà, qui est quand même pour moi toujours très surprenant et en même temps très positif, voilà, très positif et je pense que ça fait ta particularité aussi par rapport à ta manière de voir les conflits comme comme une opportunité, quoi. Un cadeau. En fait, je dis souvent ça, c'est un cadeau. En fait, faut essayer de voir le cadeau qu'il y a derrière. En fait, qu'est-ce que ça m'invite à regarder, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Enfin, voilà, si on réussit à le faire, c'est pas toujours facile. Hein, je dis pas que c'est facile et en même temps, voilà, généralement, on réussit à terme. Après, souvent, a posteriori, on se rend compte que finalement, le conflit qui nous a fait tant souffrir, c'était finalement un cadeau. Il nous a fait grandir, il nous a fait évoluer. Et c'est comme ça qu'il faut le regarder. Ok, super. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Xenia, avant passer à un message un peu qui n'était pas couvert par des réponses aux questions? J'ai envie de dire que voilà, c'est pas toujours facile, mais que on peut être accompagné. Que ce qui est important, c'est vraiment d'être authentique, et c'est pas toujours facile d'être authentique aussi, de dire vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on sent. Donc c'est important, voilà, de prendre soin de soi. En fait, prendre soin d'un conflit, c'est aussi prendre soin de soi. Donc et c'est possible aussi d'avoir des relations de qualité. Moi, voilà, je pense que ça nous appartient de le faire, d'avoir ces moments de dialogue, même si c'est inconfortable en fait, c'est très très positif en fait quand on réussit à dépasser des moments de dialogue difficiles. Ben on voit à quel point waouh, c'est riche après quoi, et à quel point on va avoir des relations plus profondes. C'est formidable en fait quand on réussit à le faire. Mais c'est pas facile. Et c'est un travail de longue haleine, en fait. C'est pas, alors on n'apprend pas à le faire à l'école, malheureusement, mais on pourrait. Et en fait, on peut toute la vie, en fait, encore apprendre à faire, enfin, à évoluer sur cette dimension-là, quoi. Ouais, ça nous fait grandir. Ouais. C'est ça. Super. Alors, voilà, on va voir si, voilà, donc effectivement, c'est à vous de savoir. Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Merci, c'est chouette. Il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, est-ce que je vois des choses sur YouTube? Je vois pas de questions. On a ouvert un autre canal aussi pour pouvoir. S'il y a des questions, mais je ne sais pas si ça marche correctement. J'espère. Oui, c'est chouette de vous voir déjà. Certains qu'on connaît. Ah oui. Bien. Alors. Non, je vois pas de questions. Je vois pas de questions, Dora. Ah si. Une question quand même. Alors, bien, je vais l'afficher. Est-ce que cette approche qui peut marcher pour des groupes plus de 4-5 personnes? Oui. Oui, ça peut marcher, bien sûr. Alors nous, les plus grands, enfin par exemple le cercle restauratif, ça peut être bien plus que ça. Ça peut être 10, 12, 15 personnes, parfois 20 personnes. On peut avoir dans un cadre de cercle restauratif. Il n'y a pas souvent le conflit est systémique, donc en fait on va avoir éventuellement des protagonistes qui sont principalement concernés par le conflit, mais en réalité le conflit vient interpeller sur toute une systémie, une organisation, un fonctionnement. Quand on était à l'éco-village, on voyait bien des fois sur, je sais pas, la charge de travail, en fait, ça venait questionner tout le système, en fait, ou l'argent, enfin, tout était imbriqué. Donc, oui, ça peut, bien sûr, au contraire, ça marche pour plus de 4-5 personnes. Moi, il m'arrive souvent de faire des cercles à 10-12 personnes. Mais ça peut être plus, hein, ça peut être plus. Et je sais que Dominique Barter, qui a mis en place les cercles restauratifs dans les favelas au Brésil, lui, il faisait des cercles avec bien plus de personnes encore. J'ai vu quelques vidéos enfin, où ils étaient nombreux en fait. Alors il y a une première ligne et il y a une deuxième ligne de spectateurs autour qui observent en fait le cercle restauratif.
Alors, Et comme tu dis, en fait, c'est vraiment un conflit systémique. Donc, il dit souvent quelque chose du système qui permet, enfin, qui effectivement, qui fonctionne peut-être pas d'une manière optimale. c'est ça. Mm. Alors, il y a une autre question, notamment, alors oui, il disait comment, voilà, est-ce que tu pouvais parler davantage du conflit en entreprise, notamment quand on cherche à créer plus d'horizontalité? Oui, il y a clairement un sujet sur quelle liberté de parole on accorde dans l'entreprise, en fait, quel niveau d'authenticité on autorise. Et si, et évidemment, quand il y a un dysfonctionnement, quand il y a des conflits, c'est que ça révèle un dysfonctionnement. Il y a quelque chose peut-être au niveau de l'organisation, peut-être au niveau du fonctionnement. C'est forcément les personnes qui sont le plus sur le terrain qui vont pouvoir dire ce qui va et ce qui va pas. Et s'ils n'ont pas cette liberté de le faire, ben, il y a peu de chances que ça évolue positivement et surtout peu de chances que les gens se sentent mobilisés et impliqués. Donc, c'est fondamental en fait, qu'il puisse y avoir un espace libre où les personnes proposent, enfin puissent dire ce qui ne va pas et qu'ils puissent aussi proposer. Parce que en fait, voilà, c'est la liberté avec la responsabilité. C'est pas de dire simplement ce qui ne va pas, mais et ça c'est quelque chose que par exemple quand j'interviens dans les entreprises, c'est oui la culture de l'authenticité, mais pas que. Il faut aussi être responsable. Qu'est-ce qu'on fait? On dit ce qui ne va pas, mais aussi on propose des solutions. J'arrive avec un problème, mais j'essaie de proposer aussi une solution. En fait, c'est pas que ce qui va pas. Donc, comment on fait pour avancer et si on veut réellement avancer, il faut être dans l'authenticité. Et effectivement, s'il y a pas la possibilité de dire les choses, ben en fait, il y a peu de chances que voilà, ça évolue, enfin que les gens soient mobilisés, impliqués et qu'ils aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes en fait. Si on reste dans les non-dits, on peut pas, oui, parce qu'en fait, on n'est jamais pris en compte. Ben, en fait, il y a peu de chances que, enfin, voilà, on a l'organisation qu'on mérite aussi. En fait, on a si on donne cette marge de manœuvre, on peut, c'est formidable. En fait, nous, bon, en plus, on a expérimenté avec Dorota l'entreprise libérée où il n'y avait pas de chef et on était tous force de proposition et que c'était constructif en fait. On n'était pas, donc on pouvait régulièrement remettre en question, apporter des tensions au centre parce que ça n'allait pas et en même temps on apportait aussi des solutions. Donc c'est une posture vraiment. Voilà. Et des espaces, comme tu dis, tu as parlé des espaces, effectivement, créer des espaces, soit des réunions, soit d'autres espaces qui peuvent être, voilà, où on peut apporter des conflits ou des tensions opérationnelles ou autres. C'est ça. Et oui. Alors, je vois pas d'autres questions. Ouais, merci déjà pour les questions qui sont. Voilà. Quelques commentaires. Merci. Oui, on a quelques commentaires. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres? Toutes les sociétés devraient proposer des espaces de dialogue. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est comme une hygiène. En fait, c'est une hygiène. C'est comme. Enfin. D'ailleurs, ça me fait penser. Dominique Berther dit un truc qui m'amuse beaucoup. Il dit oui, dans les écoles, on prévoit la cantine parce qu'on sait qu'à un moment donné, les enfants vont avoir faim. Ben, en fait, les espaces de dialogue, quand il y a des tensions, ben, en fait, c'est pareil. On sait qu'à un moment donné, le conflit va apparaître. C'est humain. Enfin, de dire, enfin, moi, ça me fait sourire quand j'arrive dans une entreprise, on me dit non, mais chez nous, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Fluide et tout ça. Puis en fait, en réalité, quand on va gratter, il y a toujours des trucs à redire, mais c'est normal en fait. Il y a pas, ce serait plutôt l'inverse qui serait pas normal. Et donc avoir des espaces de dialogue, c'est une hygiène, c'est sain, c'est plutôt voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de trucs qui sont cachés sous le tapis. Enfin, c'est la vie normale en fait. Et donc oui, Béatrice. Avoir des espaces, c'est salutaire en fait, c'est salutaire. C'est vraiment, et c'est là où, voilà, on peut se connecter à l'autre, on peut se sentir considéré, apporter notre pierre à l'édifice, c'est fondamental en fait. C'est la base. Mais bon, c'est pas toujours, on n'accorde pas toujours l'importance en termes de temps. On prend pas le temps. Alors qu'en réalité, par exemple, le conflit, il nous invite à faire une pause en fait. C'est le moment, voilà, quand le conflit émerge, c'est le moment de faire une pause et de mettre en place un espace de dialogue.
Ouais, super la comparaison avec les cantines. Mais oui, moi ça m'a tellement parlé aussi. La première fois, j'ai dit mais oui, c'est en fait à un moment donné, on va avoir un conflit, le conflit va apparaître. D'ailleurs même dans les familles. Hein. Nous, on est 4 dans la famille, on a un conseil de famille quand il y a besoin. Et puis si jamais il y a un conflit entre les personnes, ben en fait on va prendre le temps. En fait c'est un accord qu'on a passé ensemble. Dans les écoles démocratiques aussi, c'est quelque chose qui est très répandu, ou voilà, de s'accorder sur cette nécessité-là, quoi. Trouver l'espace et le temps pour en prendre soin. Ok, super, trop bien. Alors, je vois que il est 45, donc on a passé 45 minutes, donc je pense On que… a tenu le tableau, Dora. Oui, Xenia, on va s'arrêter là, comme ça on va libérer notre public. Merci beaucoup, Dora. C'était un plaisir d'échanger avec toi, toujours. C'est un sujet vraiment voilà, qui est extrêmement passionnant. Et merci à ceux qui ont assisté à notre live. Ils vont assister peut-être en replay. Hein, Voilà, et qui vont assister exactement. Et d'ailleurs, la prochaine fois, c'est moi qui t'interviewerai pour un sujet plus que tu portes toi dans ton activité. On va s'alterner comme ça, je pense, de temps en temps, si ça te dit. Exactement, voilà. Si ça vous plaît, ouais. Donc l'idée, c'est que on puisse faire vivre cet espace avec les différents sujets qui peuvent vous intéresser. Voilà. Très bien. Merci à vous, merci à tous. Merci à tous. On vous remercie, on se déconnecte et une belle journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir.